Il est 14 h et dans précisément 10 heures, ce sera la fin de la campagne du premier tour. Les 10 candidats à la présidentielle bouclent leur dernier déplacement. Nice pour Nicolas Sarkozy aux côtés de François Fillon et Bernadette Chirac. Vitry-le-François en Haute-Marne pour François Hollande. Le candidat socialiste donné en tête du premier tour par 4 sondages aujourd'hui et à égalité avec Nicolas Sarkozy d'après TNS Sofres, 27% pour les deux. Marine Le Pen est 3e à 17%. Jean-Luc Mélenchon recule de 3 points à 13. François Bayrou, lui, est à 10%. Pour le deuxième tour, François Hollande l'emporte dans tous les cas de 54 à 46 à 57-43 selon les instituts. Des sondages interdits à partir de ce soir minuit, tout comme il est interdit de révéler les premiers résultats du scrutin avant 20 h dimanche. À 15 h, vous pourrez suivre sur LCI la conférence de la commission des sondages pour expliquer comment elle compte faire appliquer la loi. Marie Chantret. La loi est formelle. En France, aucune estimation du résultat d'un scrutin ne peut être publiée avant la fermeture des derniers bureaux de vote, soit 20 h. Et hier, à 3 jours du premier tour, c'est la justice qui s'est invitée dans la campagne. Le parquet de Paris menace d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui publieront des sondages avant l'heure. Mais avec la révélation des premières estimations dans les médias étrangers comme sur la télé belge en 2007, comment croire que sur les réseaux sociaux, l'embargo sera respecté? Une polémique dont se sont emparés les candidats à la présidentielle. Nicolas Sarkozy critique une loi hypocrite. On ne va pas interdire aux gens d'aller sur le site du New York Times pour connaître les résultats. Un chef de l'État doit aussi tenir compte des réalités. Tout le monde a un ordinateur. Donc la Tout loi le monde est dépassée. Oh, elle est dépassée sur ce plan. Parce qu'on va mettre une barrière numérique. On va brouiller les ordinateurs. Contre-pied immédiat de François Hollande qui réclame de la sévérité et le respect de la loi. Position similaire pour le Front de gauche et Nicolas Dupont-Aignan. À partir du moment où on ne respecte pas la loi, c'est curieux d'ailleurs, un président de la République qui dit qu'il ne faut pas respecter la loi. Moi, j'estime que les Français doivent voter en liberté, sans être influencés. Je ne sais pas exactement comment on peut réguler une chose pareille, mais plutôt non. C'est pour ça que je dis plutôt non. C'est des problématiques nouvelles. Mais pour contourner la loi, certains ne sont pas en reste et échafaudent déjà des codes plutôt transparents à la manière de Radio Londres. Pourquoi pas les Pays-Bas devant la Hongrie à la mi-temps ou encore la tomate est mûre? Comprenne qui pourra. 66% des Français estiment pourtant que la loi électorale est une bonne chose. Voilà, conférence de presse donc à suivre à 15 h en direct sur LCI pour l'analyse et le décryptage. Édouard Le Serre pour TNS Sofres, Bruno Jambard pour Opinionway et le constitutionnaliste Didier Mauss seront avec nous en plateau. L'heure des derniers meetings donc et des premiers bilans pour les candidats. Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière ne regrette rien et se dit fière d'avoir porté les revendications des travailleurs. Écoutez, c'était sur Public Sénat tout à l'heure. Nous sommes satisfaits d'avoir pu défendre nos idées à cette échelle-là. Des idées que nous défendons 365 jours sur 365. Et des idées dont nous sommes tout à fait conscients qu'elles sont effectivement à contre-courant. Nous sommes communistes, révolutionnaires. Nous pensons qu'il faut la changer, cette économie de fond en comble. Nous pensons que tout ça, cela passera non pas par ces élections-là qu'on nous organise, mais où finalement on n'a quand même pas le choix, mais par un rapport de force, par des luttes, par une mobilisation. On est conscient d'être minoritaire et en même temps d'avoir pu faire avancer un certain nombre d'idées, justement, un certain nombre d'objectifs pour les travailleurs, je crois. Et de ce point de vue-là, nous en sommes contents. Et une campagne à moindre frais pour Jacques Cheminade. Pour lui, le plus dur a été d'aller à la rencontre des Français avec un budget limité. Il s'en est ouvert à Martin Chouraki. Extrêmement difficile, quand on n'a pas les moyens financiers, de pouvoir avoir une véritable campagne. Quand se payer un billet d'avion, un billet de train ou un effort pour aller voir ou organiser une réunion, c'est très dur. Une salle de réunion, pour une réunion moyenne de gens qui l'ont organisée avec 2000 personnes, ça coûte 200 000 € en tout. Donc il est très difficile de lutter contre un système fermé. Quant à Marine Le Pen, elle a confié ce matin sur RMC être en contact avec certaines personnalités de l'UMP. La candidate frontiste mise sur l'éclatement et la recomposition de la droite après l'élection. Marine Le Pen qui refuse aussi de condamner le dérapage de son père, qui a comparé un meeting de Nicolas Sarkozy au rassemblement du Troisième Reich. On l'écoute.
Je la trouve mauvaise. Voilà, bon. je trouve que c'est une mauvaise blague. Voilà. Bon, Mais voilà. Jeudi, là-bas. Vous dites c'est une mauvaise blague. Mais voyez, quand le ministre de l'Intérieur, en revanche, de manière, là sans rire, dit que je suis national et socialiste. Vous voyez, ça me paraît évidemment beaucoup plus... Je vous avais même interrogé là-dessus. Politiquement, beaucoup plus révélateur. Voilà. Donc c'est ça qui m'agace, c'est que je veux parler du fond. Oui, mais évidemment qu'on va parler du fond. Il n'empêche que vous regrettez. On est d'accord. Oui. Voilà donc pour le volet politique. Dans le reste de l'actualité, test positif au cannabis pour le chauffard qui a renversé et tué hier à Paris un garçon de 11 ans. L'examen sanguin est formel. Le conducteur doit être déféré cet après-midi au palais de justice. Il était déjà connu par la police pour des faits de violence sur la voie publique et des délits routiers. À l'étranger, de nouvelles sanctions contre la Syrie, restrictions européennes sur les matières premières et les produits de luxe. Un projet de résolution va aussi être déposé au Conseil de sécurité de l'ONU pour renforcer la mission d'observation dans le pays. Sur le terrain, les militants anti-régime appellent à de nouvelles manifestations. 10 membres des forces de sécurité ont été tués aujourd'hui par une explosion dans le sud de la Syrie. Sympathique et normal, je ne suis pas un cas psychiatrique. Voilà comment se qualifie Anders Breivik à la reprise de son procès en Norvège. Un meurtrier impassible depuis le début de son procès lundi. L'été dernier, Breivik a tué 77 personnes. Alison Tassin. Même costume, même désinvolture. Au 5e jour de son procès, Anders Behring Breivik est désormais interrogé sur les faits du 22 juillet. Aujourd'hui est la journée la plus difficile. Certaines questions vont être intenses et leurs réponses très probablement aussi. Et ça n'a pas manqué. Au cours de l'audience, Breivik insiste pour être reconnu pénalement responsable. Il affirme même être quelqu'un de plutôt sympathique en temps normal. Une provocation, une de plus, pour celui qui a débuté son procès en faisant le salut nazi à la cour, en versant toutes ses larmes lors de la diffusion de son manifeste idéologique, en multipliant les affronts aux victimes. Je reconnais mes actes, mais je plaide non coupable, car en état de légitime défense. Hier, Breivik prétendait s'être entraîné sur des jeux vidéo 16 heures par jour pour préparer son carnage. 77 victimes, pour lesquelles il n'a pas exprimé le moindre remords, si ce n'est celui de ne pas avoir tué plus de monde. Grenades lacrymogènes et assourdissantes, cocktails Molotov, la tension monte d'un cran au Bahreïn entre contestataires et forces de sécurité. De nouvelles manifestations sont prévues cet après-midi. Le Grand Prix de Formule 1 se courra demain dans un climat trouble. Côté sportif, c'est Lewis Hamilton qui est arrivé en tête de la séance d'essai. 28 ans et déjà en retraite. Il s'agit bien sûr de la navette Discovery. Elle accueille avec tous les honneurs dans un musée près de Washington. Une page se tourne pour le programme spatial américain. Valérie Noyer. 2, 1... And liftoff of Space Shuttle Discovery. 241 millions de kilomètres au compteur, 246 astronautes transportés loin de la Terre. Discovery est la plus ancienne des 3 navettes de la NASA, désormais clouée au sol et exposée au public. Ce sera un symbole pour notre nation et pour le vol spatial qui représente l'optimisme, l'espoir, le défi et l'hégémonie. Le désir d'exploration est une mission à part entière. L'orbiteur a effectué son premier vol le 30 août 1984, son dernier en 2011 vers l'ISS, la station spatiale internationale construite grâce aux navettes. 30 ans de service, 39 missions et 352 jours au-dessus de la Terre. Cette machine volante magnifique, qui a porté plus de personnes dans l'espace que n'importe quel véhicule auparavant, sera un testament. Non seulement grâce aux obstacles humains et technologiques qui ont été surmontés, mais aussi parce qu'il est la preuve que nos rêves d'exploration sont possibles. Les 2 autres navettes américaines, Endeavour et Atlantis, iront respectivement en Californie et en Floride. Désormais, et jusqu'en 2015, les États-Unis dépendent des capsules russes Soyouz pour acheminer leurs astronautes. À suivre la météo de Véronique Touillet et puis Élysée 2012, vue d'ailleurs, la présidentielle commentée par les correspondants de la presse étrangère.